Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne Philosophia. Alors voilà, alors voici, nous allons cette fois nous allons parler de Saint-Herbert-le-Grand. Justement, cette vidéo je l'ai fait aujourd'hui 14 novembre 2025. Demain c'est samedi 15 novembre, donc on se rappelle de Saint-Herbert-le-Grand. Et voilà, donc cette vidéo s'intitule Saint-Herbert-le-Grand et l'importance de la philosophie scolastique pour notre époque. Donc on va parler de Saint-Herbert-le-Grand, on va parler de son projet et de l'importance voilà, pour notre époque. Alors d'abord la vie de Saint-Herbert-le-Grand. Il est né vers l'an 1200 à Lauingen, en Bavière. Il étudie les lettres et la médecine en Italie du Nord. En 1223, il entre dans l'ordre des Dominicains. En 1245, il devient maître en théologie à l'université de Paris. À Paris, le jeune Thomas d'Aquin devient son élève. En 1260, il est nommé évêque de Ratisbonne et il meurt à Cologne le 15 novembre. Voilà, justement, c'est là que vient sa fête, le 15 novembre. Alors, en fait, il y a beaucoup de détails, en fait, parce qu'il a vécu longtemps aussi, donc il y a plein de sites aussi où vous saurez plus de détails sur sa biographie. Alors, bon, bien sûr, Saint-Herbert-le-Grand, il était théologien, il était philosophe, il était aussi naturaliste. Il était même l'initiateur de la minéralogie. Il a beaucoup étudié les animaux, donc il a écrit des traités sur les animaux. Il a compris, par exemple, que les animaux s'adaptaient à leur environnement. Il a écrit même que sur le pôle Nord, il y avait des sources qui seraient blancs. Et bon, à son époque, donc, on ne connaissait pas les sources blancs, en fait. Mais c'était voilà, parce qu'il avait prédit ça, en fait, à cause de ses études sur les animaux. Alors donc avant de continuer, donc nous allons parler de la philosophie parce que bon, le but de cette vidéo est surtout de parler de la philosophie scolastique. Alors bon, d'abord, qu'est-ce que la philosophie? Un rappel court. Donc le but des sciences particulières, alors les sciences particulières en fait, pour les mathématiques, la physique, etc. Sciences humaines aussi. Alors le but des sciences particulières, c'est d'étudier des parties de la réalité. Par exemple, les mathématiques s'occupent des nombres, des figures géométriques, etc. La biologie s'occupe des êtres vivants. Et le but de la philosophie, c'est d'étudier les questions ultimes. Par exemple, la question de Thalès de Milet, quel est le principe de l'univers? Sa réponse fut l'eau. Et cette enquête sur les principes a continué avec d'autres philosophes comme Anaximandre, Pythagore, Platon, Aristote, etc. Après, bon, nous allons parler d'une autre manière de présenter Aristote parce que actuellement beaucoup ne sont pas conscients de l'importance de ce philosophe, Aristote. En réalité, il a résolu beaucoup des problèmes posés par les philosophes qui l'ont précédé. Et dans ses œuvres, il rappelle ce qui a été fait précédemment et il donne beaucoup de solutions. Il a créé un système avec des parties, logique, métaphysique, psychologie, etc. Et voilà, donc Aristote, voilà, on a publié en fait ses côtés, cette importance d'Aristote. Bon, quoi qu'il bon, il est toujours assez enseigné, mais enfin bon, dans les cours, s'il y a de l'histoire de la philosophie, parce que c'est pas toujours le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Aristote, il faut pas trop le voir comme un philosophe parmi d'autres qui aurait sorti sa philosophie et puis bon après on a bon bien sûr chacun est libre après d'étudier ce qu'il veut mais quand même en fait Aristote joue un rôle parce que lui
il a tenu compte des philosophes et des philosophies qu'il y a eu avant lui. Donc il a réfléchi quand même à 3 siècles de philosophie avant lui. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on dit Aristote, c'est pas juste la philosophie d'Aristote. Il a quand même réfléchi beaucoup à la philosophie elle-même. Voilà. C'est pour ça qu'il a, il a résolu beaucoup de problèmes. Il a donné des solutions à beaucoup de problèmes. D'où son importance en fait. Et c'est pour ça qu'après il a été étudié comme on va le voir. C'est pour ça qu'il a été étudié après pendant des siècles. Voilà, par exemple, bon, il a écrit beaucoup de livres, Aristote, mais par exemple, voilà, dans le livre Alpha de sa métaphysique, donc au début du livre Alpha de sa métaphysique, il donne une définition de la philosophie. C'est la science des premières causes et des premiers principes. Et puis il rappelle ce que cherchaient les premiers philosophes, les causes de l'univers. Ouais, par exemple, ouais, il parle de Thalès, d'Anaximène, Héraclite, Anaxagore, Socrate, Pythagore, Platon. Et alors, parmi ces philosophes, certains ont posé des causes matérielles, d'autres des causes immatérielles. Et cela posait des problèmes, parce que, voilà, par exemple, bon, Thalès, il avait parlé de l'eau, par exemple, à la question, quel est le principe de toutes les choses. Donc Thalès avait répondu l'eau, mais après ça pose des problèmes parce que bon, l'eau elle-même, comme ça, on voit mal après comment elle peut être la cause de toutes les choses. Bon, bien après, il faut préciser, bien sûr. Bon, après, il y aura des précisions, mais bon, ça suffit pas. Donc en fait, donc Aristote, il fait. Bon, après, d'autres philosophes ont donné d'autres réponses qui ont un peu éclairci. Parce qu'après d'autres ont parlé aussi des... Parce que bien sûr, c'est clair que la matière elle-même ne peut pas tout expliquer. Donc c'est pour ça que d'autres philosophes ont posé des principes immatériels, non, comme par exemple le nombre de Pythagore ou les idées de Platon, voilà. Et donc en fait, Aristote, donc il a repris tout ça et puis bon, il a tenu compte de tout ça et voilà. Et c'est pour ça qu'après il a parlé des causes. Et enfin, il arrive aux 4 causes. Voilà, par exemple, il dit il y a la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Donc, pour les êtres, en fait, que l'on voit en fait dans notre expérience, ben, voilà, il y a ces 4 causes en fait. Et alors, Aristote s'est occupé aussi de psychologie, c'est-à-dire l'étude de l'âme en fait. Et alors, bien sûr, en fait, quand on parle de psychologie, ça n'a pas le même sens qu'actuellement, enfin, parce que la psychologie a été d'abord développée par les philosophes, mais là, il s'agit de la psychologie classique. Bon, ça a des liens avec la psychologie contemporaine. Enfin, la différence, c'est que dans la psychologie classique, on s'intéresse aussi, par exemple, à la cause formelle des corps, par exemple. Et voilà, chez le vivant, on fait la cause formelle est l'âme. Et cette âme, en fait, elle possède des facultés. Alors pour l'être humain, en tout cas, il y a la faculté végétative, la faculté motrice, la faculté intellectuelle. Et voilà, donc c'est ça la différence, c'est que contrairement, enfin, à la plupart des psychologies, enfin, aux théories psychologiques actuelles, dans la psychologie aristotélicienne, on parle de l'âme humaine. Donc déjà on arrive à montrer que l'âme humaine existe, en fait, qu'elle est immatérielle. Et c'est la cause formelle des corps. Il y a aussi une cause matérielle, bon, qui est liée au fait à la matière. On parlerait actuellement de cellules, de protéines, tout ça, mais il y a aussi une cause formelle et voilà, après il y a une union entre l'âme et le corps. Donc après tout ça c'est développé par Aristote et par d'autres philosophes. Et voilà, on a parlé souvent du cœur aussi, pour faire référence à l'âme humaine aussi. Bon, après dans la tradition philosophique aussi,
Et tout ceci aussi est compatible avec l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Paragraphe 362-368. On y parle de l'équivalence entre cœur et l'âme. Alors je parle de ça parce qu'en fait, il faudrait non plus, faudrait pas croire que la philosophie est une activité qui se concentre ou qui serait trop rationnelle et puis qui ne s'occupe pas du corps humain. Enfin non, la philosophie s'est toujours occupée du cœur humain aussi, de tréfonds, de ce qu'on appelle de l'homme, enfin le profondeur de l'être humain. Seulement que pour parler de ces profondeurs du cœur, bah, il y a l'âme en fait, c'est l'âme, en fait, le sens philosophique aussi. L'âme fait référence aussi à tout ce qui relève des tréfonds, des profondeurs de l'être humain. Donc, voilà, donc en fait, voilà, parler du cœur aussi, c'est aussi une manière aussi de parler de l'âme, en fait. Donc, parce que, voilà, et comme j'ai marqué là, donc c'est compatible avec l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, bien sûr, Thomas d'Aquin, en plus, il était, et saint Thomas d'Aquin et saint Albert le Grand étaient aussi catholiques. Donc, en tout cas, la doctrine de saint Thomas d'Aquin est toujours recommandée par l'Église. Donc, en fait, voilà. Alors, bon, maintenant, par rapport à l'actualité, bon, on parle beaucoup d'IA, bien sûr, et aussi, bon, une partie des confusions concernant l'intelligence humaine, intelligence artificielle, sont dues aussi à l'abandon de la psychologie classique aristotélico-thomiste. Parce que, bien sûr, si après on n'enseigne plus tellement, en fait, qu'il y a une âme humaine, immatérielle, et qui survit après la mort, bah, après on va s'imaginer que les machines, après, pour avoir une conscience, par exemple. Donc la psychologie classique nous montre que l'homme a une âme humaine et un intellect immatériel. Et l'intellect humain étant immatériel et pouvant survivre à la mort, a des propriétés qu'un système d'intelligence artificielle ne peut pas avoir. Donc voilà, donc tout ça, tout ce que je suis en train de dire, tout ça, ça a été aussi développé par saint Albert le Grand. Donc là, je parle en fait d'une partie qui est des choses qui a été faites parce que par lui et puis par les gens qui l'ont suivi, comme saint Thomas d'Aquin et d'autres philosophes scolastiques. Donc voilà, donc enfin le but de cette vidéo c'est de parler principalement de saint Albert le Grand, mais aussi de la scolastique, c'est-à-dire pourquoi la scolastique, la philosophie scolastique est importante. Donc cette philosophie qui s'est développée en fait à partir des études à partir de l'étude de l'œuvre d'Aristote, mais en fait donc on va voir ça donc bon, le prochain slide en fait voilà. Voilà, donc justement c'est ça donc on va voir comment naît cette philosophie scolastique. Donc il y a une tradition des commentateurs d'Aristote. Donc pendant des siècles, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, la philosophie d'Aristote est importante parce qu'Aristote a tenu compte de ce qui s'était fait avant lui, voilà, depuis les débuts de la philosophie grecque. Et après, donc pendant des siècles, des philosophes ont commenté l'œuvre d'Aristote. Alors, comment se fait ces commentaires? Donc en général, on prend des paragraphes et on les commente. Parmi les plus connus, enfin parmi les commentateurs les plus connus, on peut citer Alexandre d'Aphrodise et Averroès. Voilà. Ici les images, par exemple, Alexandre d'Aphrodise, Averroès. Et après, alors durant le XIIe et XIIIe siècle, beaucoup d'œuvres provenant du monde arabophone sont traduites en latin, notamment à Tolède, en Espagne. Donc là, vous avez une image de Tolède, en Espagne. Voilà, on a beaucoup d'œuvres, beaucoup de traités, d'œuvres d'Aristote ont été traduites en latin, de l'arabe. Et c'était pas seulement le texte d'Aristote, mais aussi ça contenait des commentaires. Voilà, ces commentaires qui expliquer, qui apportait de nouveaux éléments, voilà, beaucoup de
beaucoup d'apports, justement. Ces commentaires étaient là pour améliorer les connaissances sur Aristote et sur d'autres philosophes aussi. Donc, c'était pas seulement des textes sur Aristote aussi, il y avait des textes aussi sur le néoplatonisme, en fait, sur le néoplatonisme était un courant qui avait été lancé par le philosophe Plotin qui tentait de concilier Platon et Aristote. Et voilà, c'est là qu'est sorti le courant néoplatoniste. En fait. Donc il y a eu beaucoup de textes néoplatoniciens. Et alors donc en fait, Albert Legrand reçoit donc cette traduction des œuvres et commentaires d'Aristote. Donc il réalise la tâche immense de lire ces développements aristotéliciens faits pendant plus d'un millénaire. Donc voilà, donc l'œuvre d'Aristote a été commentée, elle a été développée donc en fait par beaucoup de philosophes pendant plus d'un millénaire et voilà, donc c'est un Legrand reçoit tout ça. Il fait beaucoup pour concilier l'aristotélisme avec la foi catholique. Voilà, il étudie aussi le néoplatonisme, courant issu du philosophe Platon qui donc tentait de concilier Aristote et Platon. Et voilà, donc on arrive au commentaire d'Abel Legrand. Voilà, donc dans ses écrits, donc il cite les commentateurs comme dans sa métaphysique. Voilà, il a commenté presque toute l'œuvre d'Aristote, donc c'est Abel Legrand. Il a suivi la voie systématique avec les parties de la philosophie, logique, psychologie, physique, métaphysique. Enfin, dans le sens où, enfin, dans ce que je veux dire, c'est que cet Abel Legrand a repris le plan d'Aristote du fait qu'il prend des parties de l'œuvre d'Aristote après les commente ou bien les présente, enfin, en les conciliant avec la foi catholique justement. Donc il fait ce travail d'adaptation, plus précisément, c'est-à-dire pour ses successeurs. Donc il a lu Aristote, il a lu les commentateurs, et donc à partir de là, il développe des textes, voilà, il présente par exemple la physique, voilà, en tenant compte de ce que dit Aristote, mais en tenant compte aussi de la foi catholique. Voilà. Voilà, donc Albert Legrand reprend donc un projet qui était poursuivi pendant des périodes différentes et dans des cultures différentes. Et c'est important pour l'humanité aussi, parce que voilà, c'est la continuité de l'œuvre d'Aristote. Et voilà, dans un contexte chrétien, voilà, comme on l'a dit. Donc en fait, c'est une philosophie scolastique qui a été beaucoup développée par cet Abel. Donc il faut parler donc, de l'importance de Saint Abel parce que c'est justement Saint Abel a fait beaucoup pour développer cette philosophie scolastique qui est issue de l'aristotélisme. Donc l'aristotélisme, donc c'est ce courant qui a continué à développer l'œuvre d'Aristote avec plein de commentateurs et donc quand ça arrive dans un contexte chrétien, donc catholique, bah, il y a un travail d'adaptation et Saint Abel Legrand a fait beaucoup pour ce travail d'adaptation. Et après il a eu comme disciple Saint Thomas d'Aquin, parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres. Donc Saint Thomas d'Aquin, qui a vécu entre 1225 et 1274. D'ailleurs, en cette année 1225, on se rappelle aussi des 700 ans de sa naissance, voilà, 1225. Donc il a continué donc l'œuvre scolastique et sur la voie systématique initiée par Aristote, voilà, donc aussi il va commenter l'œuvre d'Aristote aussi. Il lit aussi les commentateurs d'Aristote. Et donc en fait Thomas d'Aquin il va plus loin, quoi, il va plus loin, il a fait une œuvre très remarquable aussi
il est devenu un exemple pour l'Église catholique, voilà, qui recommande toujours voilà, l'étude à la fois théologique et philosophique de saint Thomas d'Aquin. Et donc la scolastique, donc voilà, cette philosophie scolastique, donc voilà, cet aristotélisme concilié avec la foi catholique, cette scolastique qui est à la fois, bon, il y a la scolastique philosophique, enfin la philosophie scolastique et la théologie scolastique, donc voilà. Donc, elle continue à se développer pendant plusieurs siècles et bon après, bon malheureusement après il y a eu c'était un peu abandonné par, ça a commencé à être un peu abandonné par, dans certains milieux. Par exemple, au XVIe siècle, voilà, la scolastique est abandonnée par beaucoup, comme les protestants ou les humanistes. Mais en fait, malgré ça, entre le XVIe et le XIXe siècle, elle a continué à être développée, notamment dans les universités de Paris et d'autres universités en Espagne, en Amérique du Sud aussi, en Amérique latine, dans les universités qui avaient été créées, par exemple, la première université qui a été créée en Amérique du Sud, c'est l'université de San Marcos à Lima, au Pérou. Et là-bas, il y avait aussi des études scolastiques. Donc cette classe scolastique continue à se développer entre le 16e et le 19e siècle, toujours de manière systématique, avec toujours les chapitres logiques, métaphysique, psychologie, éthique, tout ça. Voilà, l'un des exemples les plus connus est celui de Jean de Saint-Thomas avec son Cursus Philosophicus Thomisticus. Là, ça une image de comment c'était. Et bon, après, donc, cette philosophie scolastique a continué à être développée. Voilà, durant le XXe siècle, la philosophie scolastique a continué à être développée, notamment avec des manuels systématiques comme celui des pères Farge et Barbedette et leurs cours de philosophie scolastique, d'après la pensée d'Aristote et de saint Thomas, mise au courant de la science moderne et dirigée contre le kantisme et le modernisme. Voilà, c'est un exemple voilà, des cours qu'il y avait entre la fin du XIXe siècle et la fin du entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Alors au XIXe siècle aussi, il faut parler de aussi justement maintenant, le nouveau pape a été élu il y a quelques mois, le pape Léon XIV. Donc il faut aussi parler aussi de Léon XIII, justement le pape Léon XIII au XIXe siècle a fait beaucoup pour relancer le thomisme, il a beaucoup soutenu les études thomistes, il a beaucoup soutenu les rééditions des œuvres de saint Thomas d'Aquin et aussi de saint Abel le Grand. Et d'ailleurs il avait même écrit une lettre de soutien aussi à ses pères Farge et Barbedette en fait. Vous pouvez voir, parce que ce cours est en ligne officiellement. Il les félicite et les encourage à continuer parce qu'il savait que c'était une œuvre très qu'il savait beaucoup à faire en fait. Voilà. Et voilà, donc le pape, donc Léon XIII, donc il avait beaucoup soutenu le thomisme. Et bon, après, au XXe siècle, bon, c'est un peu particulier parce que voilà, le monde catholique, la scolastique, est attaqué par les modernistes. Donc le modernisme, c'est un courant qui s'est développé un peu. Donc voilà, la scolastique a été attaquée par les modernistes durant la première moitié du XXe siècle. Et bon, après en fait, bon, avant le Concile Vatican II, la scolastique était beaucoup étudiée, les séminaires étaient beaucoup étudiés par les théologiens. Après, il y a eu des changements pendant le Concile Vatican II. Bon, l'Église rappelle toujours que, en fait, il faut aussi reconnaître saint Thomas d'Aquin pour la théologie. Et en fait, en 1998, Saint Jean-Paul II a écrit
encyclique appelée Fides et Ratio, où il déplore l'oubli de la scolastique dans beaucoup de séminaires. Donc ça c'est important parce que en fait à partir du Concile Vatican II, l'Église avait donné plus de liberté pour les études, mais cela ne voulait pas dire qu'il fallait complètement abandonner la scolastique, Saint Thomas d'Aquin, Saint Abel le Grand. Voilà, c'est ça. Donc en fait, donc Saint Jean-Paul II rappelle l'importance de la scolastique et aussi la philosophie, parce que voilà, il y a même des gens qui ont complètement oublié la philosophie au profit des sciences humaines en fait. Mais alors c'est bien d'étudier les sciences humaines, bien sûr, parce que les sciences humaines de toute façon ont des liens avec la philosophie. Mais pour les études de théologie, en tout cas, c'est toujours important d'étudier la philosophie, notamment à cause de la métaphysique, justement. Donc voilà. Alors, l'importance de la scolastique pour aujourd'hui, l'abandon de la philosophie scolastique par beaucoup d'universitaires a été en réalité une régression pour la connaissance. Beaucoup de scientifiques actuels commettent des erreurs corrigées déjà par Aristote, parce que voilà, par exemple, Aristote et les scolastiques avaient montré, par exemple, l'insuffisance des éléments matériels pour expliquer les causes de l'univers. Voilà, donc en fait, actuellement, voilà, nous vivons une époque où il y a énormément de développement sur l'étude de la matière, en fait. Voilà, donc, voilà, on connaît beaucoup de détails sur l'atome, sur les électrons, on est même allé voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, donc il y a les protons, les neutrons, et après même, il y a les quarks, les leptons et tout ça, et voilà, il y a un accélérateur de particules, mais des éléments de chimie. Voilà, d'ailleurs, en fait, on parlait de ça aussi, en fait, voilà, Saint-Abel-le-Grand, il pratique aussi beaucoup la chimie. Mais voilà, Saint-Abel-le-Grand, voilà, pour revenir à Saint-Abel-le-Grand, bah, il étudie la chimie, il étudie les matériaux, enfin, les éléments, mais bon, il parlait surtout des 4 éléments, bien sûr, à cette époque. Mais en fait, il ne se limitait pas à ça, enfin, il aurait été un peu, enfin, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de dire juste, voilà, je vois juste la matière, et voilà, il n'y a que ça, et je me concentre que sur la matière, enfin, parce que la seule matière ne peut pas expliquer, tout, et ne peut pas expliquer les causes de l'univers, voilà, et c'est ça, c'est dans ce sens que je dis que l'abandon de la scolastique a été une régression dans le monde de la connaissance, parce qu'on oubliait cette science des premiers principes. D'ailleurs, une des définitions de la philosophie, enfin, surtout scolastique, est que la philosophie est la science des premiers principes, les premières causes et les premiers principes. Et c'est une science, voilà. Et donc actuellement, le problème c'est que quand on parle des sciences, on pense que science, c'est juste les sciences exactes, les sciences naturelles, ou aussi les sciences humaines. Bon, bien sûr, tout ça c'est les sciences, mais il y a aussi la science des premières causes et des premiers principes. Il y a une science qui montre qu'il y a une âme humaine immortelle. Il y a une science qui montre qu'il y a un premier moteur, bon, selon le vocabulaire de la philosophie, un premier moteur, mais qui est Dieu. Et c'est une science, et on le fait avec des outils scientifiques comme la logique, comme l'étude de la langue, enfin, et des réflexions sur l'observation, basées sur l'observation de la nature. Et tout ça, c'est scientifique. Enfin, c'est des sciences, enfin, bon, parce que le mot scientifique, c'est un mot récent qui est paru au 19e siècle, qui fait plus penser aux sciences exactes, aux sciences humaines. Mais avant tout ça, il y a la science première, qui est la science des premières causes et des premiers principes. Donc, et voilà, il faut rappeler ça. Rappeler que saint Thomas d'Aquin, saint Abel le Grand pratiquaient les sciences, mais qui n'oubliaient pas la science des premières causes et des premiers principes. Voilà donc l'importance de la scolastique pour aujourd'hui. Donc la scolastique est importante pour l'humanité car elle est le fruit de plus de 2000 ans de réflexion menée par des savants de différentes cultures. Elle est importante car elle concilie la raison avec la foi chrétienne qui a influencé le monde. Elle est importante car, entre autres, elle montre rationnellement l'existence de Dieu, cause de l'univers. Voilà, donc c'est ça. Alors,
bon, pour terminer, donc une citation justement du père Farge, en fait. Donc il écrivait dans de ce livre, en fait, intitulé Théorie fondamentale de l'acte et de la puissance. Donc en 1909, il disait: or la philosophie dite nouvelle, quoiqu'elle soit renouvelée du monisme évolutionniste de Hegel et du Héraclite, est à son tour la négation, on pourrait dire élégante subtilisation des notions fondamentales de la raison humaine, et c'est pour cela, comme nous l'avons si souvent répété, que la crise de la foi provient aujourd'hui d'une crise de la raison elle-même. En effet, cette philosophie plonge ses racines subtiles dans la négation systématique des notions les plus élémentaires du sens commun sur l'être, la substance, le mouvement, la causalité, la contingence, la finalité et le principe premier d'identité. Des contradictions, des causalités, qui sont précisément l'objet de ces premiers volumes. Les modernistes eux-mêmes en ont fait l'aveu, notamment dans leur très irrévérencieuse riposte à l'encyclique Pacendi de Sainteté Pie X, où il déclare expressément ne vouloir plus s'incliner devant ces idolatribus qui sont les conceptions aristotéliciennes et du simple bon sens, de mouvements, de causalité, de contingence et de fin. Voilà, donc en fait ici, bon, c'est pas ça si important parce que voilà, c'est le problème qu'il y avait en 1909, il continue malheureusement à notre époque, donc un siècle plus tard, donc en 2025. Parce que on a oublié justement dans la science contemporaine, enfin dans les sciences naturelles, enfin ceux qui étudient les sciences naturelles, enfin pas tous, mais une bonne partie, presque la majorité des gens qui étudient les sciences naturelles, les mathématiques, la physique, la chimie, aussi une partie des gens qui étudient les sciences humaines, ont oublié ces principes, ont oublié ces notions, voilà, élémentaires comme la distance, le mouvement, la causalité. Bon, quoi que la notion humaine, la causalité revient, bien sûr, ça c'est notre sujet. Mais la causalité revient, elle est étudiée dans les chapitres d'épistémologie en sciences humaines, en sociologie, géographie, sciences politiques. Il y a une certaine causalité, en fait, aussi en physique, bien sûr, mais c'est pas la causalité telle que l'enseigne, enfin, disons, une approche plus, qui va plus loin, enfin, qu'on trouve en philosophie, qui nous mène à trouver la cause première, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un sujet qu'il faudrait peut-être développer une fois, mais bon, en fait, on voit beaucoup des gens, en fait, oublient ces principes premiers, en fait, surtout ces modernistes et surtout les fins, voilà, les fins aussi, et donc, et ça, c'est un problème parce que, en fait, voilà, ces gens, en fait, modernistes disaient que cela venait d'Aristote. Ils disaient non, on ne veut plus se soumettre à ces notions d'Aristote. Voilà, et c'est pour ça qu'au début je disais, en fait, que je parlais de l'importance d'Aristote, parce qu'en fait, Aristote, il ne faut pas le voir juste comme quelqu'un qui développait une philosophie, qui était sa philosophie, donc la philosophie d'Aristote, et qu'on pourrait voir comme une philosophie parmi d'autres. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. En fait, en réalité, les philosophes, ils cherchaient la vérité. Ils cherchaient, depuis Thales de Milet, ils cherchaient, en fait, la vérité, ils cherchaient à trouver les causes. Et chaque philosophe, depuis Thalès de Milet, en passant par Pythagore, Platon, Socrate, jusqu'à Aristote, a apporté quelque chose à cet édifice de la recherche de la vérité. Et donc, Aristote, en fait, il arrive à des notions qui sont importantes, même quasiment nécessaires pour exprimer à propos de l'univers, de l'ensemble de l'univers, à propos de l'ensemble des événements de la nature. Et donc en fait c'est pas juste d'Aristote. En fait pour que vous compreniez mieux ça, je vais faire juste un rapide exemple avec les maths. Par exemple,
Et qui dirait que on a le choix de suivre pas ce que dit Euclide dans ses éléments, dans son livre il parle d'arithmétique et de géométrie. C'est absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, Euclide, il parle de développements mathématiques qui ont été développés déjà avant lui aussi, qui ont été découverts depuis Thalès, par Pythagore. Il met tout ensemble dans un livre, voilà, il parle d'arithmétique, de géométrie. Voilà, et c'est fait par Euclide. Donc, Euclide recherchait la vérité mathématique, il écrit dans son livre. Et donc, ce qu'il écrit, et c'est quelque chose qui est toujours enseigné, même maintenant à l'école, en 2025, parce que Euclide parle de vérité mathématique. Il n'y a personne qui va dire, oui, non, mais bon, moi j'ai le choix entre Euclide et je sais pas qui, et je peux ne pas étudier Euclide. Bon, je veux pas dire que les gens, enfin, bien sûr, les gens n'étudient pas directement Euclide. En fait, ce qu'Euclide enseigne est déjà dans les manuels des maths, des mathématiques, dans les écoles, les lycées, tout ça. Donc pratiquement tous les gens à l'école étudient une bonne partie des choses qu'a dit Euclide. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, personne va dire, ouais, j'ai le choix, enfin, je peux ne pas étudier Euclide. Enfin, c'est absurde, parce que Euclide, il parlait de vérité mathématique. Parce que c'est pareil avec Aristote. Aristote aussi, il a énoncé des éléments qui sont le résultat des cycles de réflexion, et donc on ne peut pas vraiment s'en passer. Enfin, c'est pas qu'on force les gens à suivre Aristote, c'est pas, il y a une confusion actuellement, en fait, et après on pourrait dire aussi pareil sur saint Thomas d'Aquin, par exemple, aussi, parce qu'il a développé cet aristotélisme. Et là aussi il y a les vérités, et c'est comme en maths aussi, c'est sûr que bon, bien sûr, malgré ça, bien sûr, les gens, enfin, on le sait, mais je veux dire, mais il y a aussi un rapport à la vérité à laquelle il faut réfléchir. Et donc, Aristote, Thomas d'Aquin, Saint-Avold-le-Grand ont cherché ces vérités, ils ont trouvé des moyens de l'exprimer, et c'est pour ça que on ne peut pas les négliger, voilà, donc c'est ça en fait, d'où l'importance toujours de la scolastique pour notre époque, voilà, c'est ça, donc, et d'où l'importance toujours de Saint-Avold-le-Grand, de Saint Thomas d'Aquin, de la scolastique en général, voilà. Bon, on arrive au bout. Alors, donc, une petite bibliographie, si vous voulez aller plus loin, donc par exemple sur Saint-Avold-le-Grand, Alain de Libera, il écrit Albert Legrand et la philosophie. Il y a les manuels de philosophie scolastique actuellement aussi. Bon, en français, bon, il y a quelques manuels. Bon, là, il y en a un, par exemple, il y a un lien aussi. Si vous comprenez l'italien, il y a le manuel Manuale di filosofia sistematica du Père Mondin, qui est vraiment bien fait. Il parle beaucoup donc de Saint Thomas d'Aquin, et en fait, il tient compte aussi des sciences actuelles. Le Père Mondin, il a beaucoup étudié aussi d'autres branches, la physique, les maths. Il parle même d'intelligence artificielle. Donc c'est assez extraordinaire aussi. Donc vous pouvez le lire. Donc c'est vraiment destiné à des gens qui ont un niveau de bac ou maturité, niveau gymnase, voilà, qui ont tenu le gymnase par exemple, voilà. Après, il y a les introductions au thomisme. Voilà, je parle du thomisme, même si on parle à la base de Saint Thomas d'Aquin, parce que c'est lié à la scolastique, bien sûr. Après, la scolastique, dans la scolastique, Saint Thomas d'Aquin joue un rôle important. Donc, en fait, il y a ce livre intitulé Thomisto ou de l'actualité de Saint Thomas d'Aquin, voilà, qui est aussi intéressant. Et voilà, donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et alors à une prochaine. Merci.